La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour et merci infiniment de nous recevoir encore chez vous en ce jour. Rencontre, échange, nouveau numéro. Nous allons parler des faits d'actualité sur notre pays. On vient de passer un mois de juin plutôt tumultueux dans les tourmentes. Les 6, 26, 27 et 28 juin dernier, il y avait des soulèvements à l'ombre de l'agitation politique. Quelle analyse peut-on en faire dans un contexte de préparation des élections municipales du 17 juillet prochain? Nous allons revisiter ces faits marquants de l'actualité, en tirer les leçons qui s'imposent dans le souci d'un mieux-être, dans le souci d'apaisement et de pacification de notre pays. Nous en avons besoin pour cette marche vers l'avant. Pour en discuter, je reçois pour vous un défenseur des droits humains, Maître Bertin Amégan Atchon. Il est mon invité, il est le porte-parole du réseau panafricain des observateurs défenseurs des droits de l'homme. Maître, merci d'accepter notre invitation. Merci, c'est avec plaisir. C'est cela. C'est avec vous qu'on va revisiter ces faits du mois dernier, surtout qu'il y a des appels qui sont encore lancés sur les réseaux sociaux pour la suite des élections. Mais avant cela, on va vous connaître un peu plus avec votre réseau, le réseau panafricain des observateurs défenseurs des droits humains. Qu'est-ce que c'est? Oui, ce réseau est composé de 10 associations de défense des droits de l'homme et d'observation des élections. Nous avons constaté à chaque fois que nous quittons notre pays pour aller observer ou faire le monitoring des élections en Afrique, notamment en RDC, en Mauritanie, au Sénégal, en Guinée, en passant. Nous avons pensé qu'on aurait pu se regrouper, former un front et travailler en synergie pour donner plus de résultats que chacun fait dans son petit coin. Et dans le contexte togolais, je crois que nous sommes condamnés souvent à travailler plus en synergie afin que nous n'ayons pas une manière de polarisation du débat ou de la vision par association. Donc dans cette perspective, nous avons pensé qu'on aurait pu se réunir et nous avons fait ce réseau. C'est ça. Oui. Donc vous avez puisé une masse d'informations à propos de vos observations de terrain dans d'autres pays, n'est-ce pas? Oui, nous allons tirer beaucoup de leçons parce que vous savez, avant les élections, nous sommes toujours sur le terrain, avant, pendant et après les élections. Donc tout ce qui se passe avant, nous en avons pris acte. Souvent c'est des violences, souvent c'est des échauffourées. Nous avons su comment gérer tout cela. Nous avons pensé qu'il faut dorénavant créer un réseau pour mieux travailler. Un réseau de plus, un mouvement citoyen de plus, ou bien quel apport concret à la résolution de nos ennuis? Pourquoi les gens veulent-ils qu'il y ait nécessairement un réseau tout fait, une sorte de fontaine publique par laquelle il faudrait toujours s'abreuver? C'est comme on demande à quelqu'un qui voulait aller dans une confession religieuse, pourquoi il n'a pas choisi le catholique ou le protestant? Je crois que les tests en matière d'association dans notre pays nous permettent aussi de nous affirmer. Et surtout que la notion de société civile et d'association est galvaudée. Et il faudra recadrer les choses, il faudra apporter notre contribution. Vous faites une nuance en société civile il y a une nuance, association, il y a une nuance parmi les associations de la société civile parce qu'il y en a certains qui sont des ramifications des partis politiques. Parfois, vous avez connu dans le pays les fan-clubs de tel parti, les amis de tel. Et je crois que ces associations souvent sont des satellites ou des ramifications des partis politiques. Et leur vision va de la même manière que ceux des partis politiques, c'est-à-dire la conquête et l'exercice du pouvoir. Et dès que vous voulez conquérir, exercer le pouvoir, je ne pense plus que vous pouvez obtenir un certain nombre de règles. Alors que dans le principe, s'agissant des associations de défense des droits de l'homme, nous sommes guidés par le principe sacro-saint de la neutralité, d'objectivité, d'impartialité et d'autonomie. Le tout fondé sur un soubassement avéré qui est l'indivisibilité et surtout l'inaliénabilité des droits humains. Oui, mais c'est une question de frontière, la délimitation en réalité. Alors, puisqu'on a vu des acteurs politiques qui sont passés en société civile, des acteurs de la société civile qui sont passés en politique. Alors, comment situer la frontière? Non, la frontière, c'est que en politique, 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Cette équation, on ne peut pas la résoudre comme ça. L'ami d'aujourd'hui peut être l'adversaire de demain, vice-versa.
Mais quand nous parlons des droits de C'est l'homme... comme ça que vous peignez l'arène politique? Ce n'est pas une manière de peindre, mais c'est un constat qui s'impose erga omnes. Vous verrez qu'un militant d'un parti politique ne peut jamais chanter les louanges du parti adverse. Il est là pour attaquer, pour détruire, afin que beaucoup de militants trouvent leur place au sein de son obédience, de sa chapelle politique. Oui. Par contre, une association de défense des droits de l'homme doit, dans la mesure du possible, rester dans le strict respect de la neutralité. Par exemple, lorsque vous êtes défenseur des droits de l'homme et vous vous donnez le vilain loisir de dormir dans le lit d'un parti politique, prenons l'exemple banal, lors d'une manifestation publique, lorsque les militants de ce parti posent des actes, notamment des destructions, des violences, est-ce que vous pouvez les dénoncer? Est-ce que vous pouvez être objectif dans l'appréciation de ces faits? C'est pourquoi nous sommes souvent libres, même mal compris, lorsque le défenseur des droits de l'homme parle et réagit. Il est compris suivant les partis politiques, suivant les intérêts. Oui, mais vous l'avez dit, derrière ces associations se cachent forcément des chapelles politiques. Ah oui, mais à notre niveau, ce n'est pas le cas. Nous sommes considérés comme des lions qui rugissent et bondissent à chaque fois qu'il sera porté atteinte à la cause sacrée de la liberté des droits de l'homme. Que ce soit le pouvoir en place, que ce soit l'opposition, que ce soit des groupes organisés, nous devons être ce que nous sommes, c'est-à-dire dénoncer. Aller parfois, nous avons des principes pour travailler au-delà de la dénonciation. Nous utilisons la persuasion, la négociation et aussi la coopération. Mais cela ne va jamais s'entendre comme une façon de s'acoquiner avec tel ou tel parti ou telle formation politique. De plus en plus, il y a de la naissance de ces associations, de ces mouvements de la société civile, ces mouvements citoyens. Et alors, est-ce que ça veut dire que les politiques ont touché à la limite, qu'ils n'arrivent plus en tant que leader politique à parler au peuple et que donc les associations de défense des droits humains se sont accaparées de... En fait, les associations de la société civile ont des vocations multiples et multiformes. Il y a les associations pour les consommateurs, par exemple, à une mission des objectifs bien clairs. Les associations contre la toxicomanie, ils ont leur mission. Mais je dis, les associations de défense des droits de l'homme doivent respecter les principes que je viens d'énumérer. L'objectivité, la neutralité, l'impartialité et surtout l'autonomie. Supposez qu'une association de défense des droits de l'homme veut travailler avec un parti politique. Il peut animer des conférences, former les jeunes de ce parti, mais il ne peut pas travailler dans la vision allant sur le plan de la conquête et de l'exercice du pouvoir. C'est pourquoi moi je comprends très mal comment des gens sont défenseurs des droits de l'homme et au même moment vous les verrez députés, vous les verrez candidats aux élections. Je n'ai jamais compris ça. C'est ça. Et ça, je crois que c'est une façon exagérée de tromper le peuple. Donc ça veut dire que quand vous observez, n'est-ce pas, nos associations, nos mouvements de société civile, ils ne sont pas encore dans leurs obligations, ce qui leur revient. Vous n'allez pas m'amener à juger les associations. Je n'ai pas ce pouvoir, je n'ai pas cette compétence. Et ce matin, ou bien ce midi, je n'ai même pas la prétention ni l'audace de le faire. Mais ce que je dis, je suis en train de mettre une certaine dichotomie entre les types d'associations de la société civile. Il y en a qui sont des associations religieuses. On leur donnera le temps de travailler selon leur but et leur objectif. Ça. Mais je dis, nous sommes tous de la société civile, mais il y a des particularités au niveau des associations de défense des droits de l'homme. Et dans ce cas d'espèce, est-ce qu'une association, un mouvement de société civile, peut lancer un appel à un mouvement, par exemple? Dans l'intérêt général, une association des droits de l'homme peut soutenir un mouvement. Dans l'intérêt général. Soutenir, non lancer directement lui-même l'appel. Non, il peut lancer, mais ça dépend. Lancer pas dans un cadre qui va s'apparenter à une sorte de combat allant dans la conquête. De contestation. On peut contester, on peut dénoncer, c'est nos armes. C'est ça. Mais lancer un appel directement à une révolte, à des manifs de rue. On en avait lancé dans ce pays. Les résultats, tout le monde le connaît. Et je me rappelle qu'en 2012, lors de la création du collectif Sauvons le Togo, où certaines associations de défense des droits de l'homme ont voulu
rentrer dans ce regroupement, nous étions les seuls à refuser. Et la suite nous a donné raison. Parce qu'après tout, ces gens-là ne se sont pas entendus. Parce que ce que le défenseur des droits de l'homme fait à travers ses actions, ses actes, n'est pas nécessairement ce que le politique fait. Et surtout, lorsque vous êtes... Le défenseur des droits de l'homme, c'est un homme engagé aussi. Hein? Un homme engagé à promouvoir, à protéger, à défendre. Et au niveau des droits de l'homme, à étendre les droits de l'homme. Et non à soutenir une obédience politique contre l'autre. Et non à être juge et à la fois procureur. C'est cela. Rencontre déjà un nouveau numéro. Maître Bertin Athion Amega est mon invité. Nous parlons des faits de société de chez nous. Venons-en au sujet principal de cet entretien, à savoir les manifestations de rue des 6, 26, 27 et 28 juin dernier. Alors, quel regard vous portez, quelles appréciations vous en faites de ces mouvements qu'on a pu assister, auxquels on a assisté? D'abord, le Togo est un État de droit dont la Constitution autorise les manifestations dans un cadre légal donné. Mais les manifestations de la fois dernière ne sont pas des manifestations spontanées comme les gens l'ont soutenu. Une manifestation spontanée ne peut pas donner des mots d'ordre concernant le jour où la manifestation devait avoir lieu. Oui, mais dans la pratique, il y a toujours un jour qu'on décide. Il y a un jour, il faut demander, il faut faire une demande à l'autorité selon les tests. Et je crois que si c'est ça qui avait été fait, on n'aurait pas connu tout ce cortège de malheur. Lorsque vous n'observez pas les règles en matière des manifestations, je crois que déjà, il va y avoir problème en aval. Alors, dans le contexte togolais, pensez que l'autorité peut accepter, accorder une telle... Même si l'autorité n'accepte pas, durer la loi, mais c'est la loi. Vous n'allez pas chercher à défier l'autorité. Vous savez, nous avons depuis 1990 connu des manifestations dans ce pays. L'autorité a laissé des partis politiques faire des manifestations pratiquement près de 2 ans. Et l'autorité n'a essayé que de les encadrer, mais après tout, il n'y avait pas de bavure. Faites allusion aux manifestations. Il y avait des manifestations, voilà. De 2015, je crois. Oui, c'était beau, il n'y avait pas de problème. Mais des jeunes qui ont lancé les manifs sont à 6000 km du territoire. Ils n'ont personne sur le terrain pour approcher les autorités, négocier un certain nombre de paradigmes pour pouvoir organiser la manifestation sans problème. Je crois que ce n'est pas aussi facile. Et ça doit nécessairement poser des problèmes. C'est pourquoi nous avons regretté, lorsque déjà le 23 juin, un parti politique les partis politiques, ou bien un groupe de partis politiques, avait voulu prendre le relais et les organisateurs, notamment les blogueurs et les influenceurs, avaient refusé. Au niveau des droits de l'homme, nous avons trouvé ça un peu mauvais. Ça aurait été le cas, je pense qu'on n'aura pas à beaucoup discuter sur un certain nombre de considérations primaires. Mais allons-y pas à pas. Alors, les dernières manifs ont été lancées sur les réseaux sociaux. Oui. Et c'était des blogueurs, des influenceurs, vous l'avez dit, qui ne sont pas sur le territoire, qui ont cet appel. Est-ce que ça veut dire que ces médias, ces nouveaux médias, sont devenus des voies de communication plus rapides, et qui ont plus d'accès rapidement à la population? Non, vous savez, toute voie de communication a parfois des avantages et des inconvénients. Beaucoup de Togolais sont sortis à Lomé, mais à l'intérieur, c'est à Lomé, dans certains coins de Lomé. Mais sur le plan encadrement, vous avez vu que ça n'a pas été facile. Sur le plan organisation, même sur le territoire, il n'y avait personne. Et puis, dès l'appel, il y a des contre-appels aussi. Oui. D'autres disent ne le faites pas. Finalement, on est tombé dans un imbroglio où on ne sait pas ce qui va se passer. Et justement, c'est ça qui a entraîné beaucoup de choses regrettables, notamment des passages à tabac, pas des forces de l'ordre, pas des groupes au niveau des droits de l'homme non encore identifiés, que certains appellent des miliciens, notamment par des gens à qui on a demandé de lancer des cocktails Molotov, de s'attaquer aux forces de sécurité. Je crois que ce n'est pas de nature à faire grandir notre pays sur ce long chemin de la démocratie et des droits de l'homme. Et nous avons beaucoup regretté au niveau de nos droits de l'homme. Ça aurait été un peu plus organisé avec les partis politiques. Je crois que le résultat ne sera pas la même. C'est ça, c'est le même. À écouter ces blogueurs, dans ce cas, c'est que les partis politiques ne répondent plus aux aspirations
de libération du peuple. C'est pour ça qu'ils pensent prendre la relève. Non, mais ce n'est pas le fait de dire que les partis politiques ne répondent pas aux aspirations qui comptent. Je ne voudrais pas juger les gens, mais c'est vraiment être ingrat. Par exemple, tout ce que ces partis politiques ont fait. Quand moi je vois les gens vitupérer, dénigrer, injurier M. Jean-Pierre Fabre, par exemple, ça me fait mal. Depuis l'UFC jusqu'à l'ANC, ce que cet homme a fait en termes de combat pour la conquête du pouvoir, c'est grand. Quand les gens injurient Mme Adjamagbo, quand les gens injurient d'autres leaders de partis politiques, ça fait mal. Parce que vous savez, les textes, la Constitution dit, pour aller au pouvoir, il faut passer par les partis politiques. Je ne crois pas que les blogueurs, avec ces appels, peuvent conquérir rapidement ce pouvoir. À supposer même que le président ou bien les autorités disent aujourd'hui, ok, nous sommes d'accord, venez, on va discuter pour faire la transmission du pouvoir. Ça sera facile, M. Lisson. Je vous dirais que c'est impossible. Avec qui même? Mais ceux qui ont exclu de facto les leaders politiques, c'est à eux de maintenant prendre. Ils parlent du peuple. Je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui quelle connotation, quelle interprétation, quelle conception donne-t-on au peuple. Tous les partis politiques parlent au nom du peuple, chacun parle du peuple. Finalement, à quel peuple on s'adresse? Les leaders de partis politiques parlent souvent aussi du peuple. Chacun parle du peuple, au nom du peuple. Alors, je crois que ça pose problème. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut recadrer les choses. Il faut essayer de corriger les angles pour éviter des conséquences inutiles à notre pays. Mais puisque nous y sommes, c'est qui le peuple finalement? Vous pouvez nous dire le peuple, à mon avis, c'est la majorité qui sort du scrutin, qui sort lors d'un vote et qui donne la légitimité à quelqu'un, à des élus. C'est ça le peuple. C'est ça. Je n'ai pas sur les réseaux sociaux. Hein? Non, on ne peut pas trouver le peuple sur les TikTok. Ça veut dire qu'on trouvera les peuples sur le TikTok. À la télé aussi, on aura les peuples. Sur WhatsApp aussi, on aura le peuple. C'est pas ça. C'est des citoyens togolais après tout. Hein? Ouais, on peut demander à la population de sortir. Le mot approprié, je crois que c'est la population. On peut demander à la population de sortir. Mais faut-il encore que ces sorties respectent les règles imposées par l'autorité souveraine, l'autorité étatique. Sauf que de plus en plus, on décrit cette limitation des libertés publiques, hein, puisque à plusieurs reprises, il y a eu des demandes de manifester qui ont été rejetées par le pouvoir. Non, monsieur, à supposer que vous voulez voyager pour aller en Europe, vous avez des problèmes très, très, très importants à régler. Dès que vous n'avez pas le visa, vous ne devez pas même aller à l'aéroport pour prendre l'avion. N'est-ce pas? Ah oui. Est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose. C'est la même chose. Je dis, durez la loi, mais c'est la loi. On dit, vous devez avoir l'itinéraire à suivre. Vous devez manifester de façon pacifique. Vous devez adresser un courrier à l'autorité concernée. Mais si vous ne le faites pas et vous rentrez sur le terrain, je crois que vous êtes sous le coup de la loi. Il faut qu'on soit conséquent. Ne restons pas seulement dans le cadre de ceux qui organisent. À supposer que demain, c'est l'opposition qui prend le pouvoir. Si les militants de l'UDIR aussi se donnent le vilain loisir de déverser la population sans autorisation dans les rues, je crois que c'est la même règle. Les mêmes règles qui leur seront appliquées. Oui, c'est que tout autour, il y a des slogans populaires qui ont porté leurs fruits et on suppose qu'on peut aussi passer par ces canaux pour avoir ces espoirs de liberté qu'on réclame. Oui, lorsqu'il s'agit de soulèvements populaires, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, je crois que le gouvernement aussi tenterait d'utiliser plus le bâton que la carotte. Et c'est ce qui s'est malheureusement passé. Et au lieu que nous essayons d'en tirer une conséquence, bien des leçons, et demander à ceux-là qui veulent vraiment que la population, ou bien qui veulent manifester, au lieu de leur enseigner la procédure à suivre, nous pensons plutôt qu'il faut trouver les pouces sur une tête déjà rasée. Ce n'est pas là le cas. C'est ça. Entre-temps, il y a un leader politique qui a rencontré l'un des blogueurs. Hein. Nous l'avons apprécié au niveau de notre réseau. Je crois que c'est une bonne chose. Une très bonne chose, parce qu'avec ce leader... C'est pas une manière de récupérer? Non, pourquoi on parle de récupération? Oui. Les coups d'État sont interdits en Afrique. Je crois qu'on ne peut pas... La seule manière, à mon avis, en tant que défenseur des droits de l'homme, la seule façon d'accéder au pouvoir, c'est les urnes chez nous, au Togo. Les coups de force sont proscrits. Je ne sais pas comment on peut le faire
sans parti politique, ou sans se présenter comme étant candidat indépendant. Alors, si le parti de ce leader, de l'ANC, je dis, que l'ANC prend le devant de la lutte, je crois que ce n'est pas mauvais. Les Togolais qui se retrouvent dans ce parti politique, ou les regroupements de partis qui se regroupent dans ce leader et son parti, ben, ils n'ont qu'à demander à faire des marches. Ils savent le faire. La preuve, c'est que durant plusieurs années, ils en ont fait. Tous les samedis. Tous les samedis. Donc, ils savent le faire. Peut-être c'est pour cette raison qu'on a voulu démontrer, prouver à ces jeunes-là que laissez-nous le temps, nous allons organiser la chose pour aboutir à un résultat escompté par tout le monde. Alors finalement, la suite, c'est quoi? Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que ça a produit un gain de cause, ces appels? Ces appels, à mon avis, n'ont conduit qu'à des arrestations, qu'à des bastonnades, qu'à des choses... Justement, parlons-en, il y a eu l'usage de la force. Oui, il a eu usage de la force par des comportements que nous avons ignorés un tout petit peu. Et personnellement, au niveau des défenseurs des droits de l'homme, nous les déplorons. Quand ça pète comme ça, c'est des gens comme Abougan de la Ligue, les gens du CACID, les autres collègues des organisations que vous verrez à la manette, qui d'aller à tel poste de police, qui au script, qui au tribunal, qui à la prison, pour négocier, pour chercher et voir comment libérer les gens. Donc, je pense que la meilleure façon de faire ce genre de manifestation, c'est de respecter la loi. Le respect de la loi fait du citoyen un homme respectable et respecté. Oui, mais on a vu les images qui ont montré un certain degré de violence. Oui. Justement, je ne voudrais pas mettre le doigt dans une plaie peut-être qui n'est pas en voie de cicatrisation, mais qui est encore béante. On a vu beaucoup de choses qu'au niveau de notre organisation, au niveau des droits de l'homme, nous avons condamné les passages à tabac de nos mères, de nos sœurs. Mais tout en condamnant les passages à tabac, nous devons avoir le courage aussi de condamner un certain nombre de comportements, de pratiques. Les jets de projectiles, les consignes données tendant à repousser les forces de l'ordre par des cocktails Molotov, par des armes tranchantes. Tout ça c'est avéré. Tout ça, c'est à condamner. Nous étions sur le terrain, nous avons beaucoup vu, nous avons le droit de réserve. Je ne viendrai pas énumérer la litanie des désordres que nous avons vus sur le terrain, mais je pense qu'il faut plutôt éduquer les gens, sensibiliser les gens et condamner afin que ça ne se répète pas. C'est ça. Oui, il y a eu des morts. On en compte 7 dans les blogueurs disent qu'il y a 7 morts, 3 selon le pouvoir en place. Au niveau des droits de l'homme. Personne n'a nié qu'il n'y a pas de morts. Il y a eu des morts. Oui. Le procureur l'a dit, les organisations de défense des droits de l'homme l'ont vu. Il y a eu des morts. Je ne viendrai pas ici tenir la langue de bois que les gens... Il y a des blessés, il y a des mutilés, il y a des morts, de part et d'autre. Des morts par noyade. Des morts par noyade. Ça s'est avéré parce qu'il y a d'autres représentations de ces images-là. Je crois que je ne vais pas me lancer dans une affirmation gratuite. Je sais qu'il y a des gens qu'on a retrouvés dans la lagune. Oui. Je sais que les gens ne vont pas nuitamment aller se baigner dans la lagune. Je sais qu'il y a des morts. Attendons les enquêtes. L'autorité a demandé les enquêtes. Attendons les enquêtes pour tirer les bonnes et les meilleures conclusions. Ne mettons pas la charrue avant le bœuf. Les arrestations aussi. Les arrestations, il y en a massivement. Et c'est l'occasion aussi de dire, de remercier les autorités, puisque au lendemain de ces manifs, nous avons été au niveau de notre organisation et par ricochet du réseau, demander la clémence des autorités en charge de ces dossiers, de libérer les jeunes Togolais qui ont été appréhendés. Et je sais que dans l'immédiat, 87 avait été élargi, 18 ont été condamnés à 12 mois, dont 11 à sortie de sursis, ce qui suppose qu'après un mois de détention, ils seraient libérés eux aussi. Il y a une minorité qui est visée par une procédure appropriée, compte tenu de la gravité des actes posés, a-t-on dit. Et maintenant, défenseurs des droits de l'homme que nous sommes, nous serons toujours obligés de prendre notre bâton de pèlerin pour aller vers ces autorités et demander qu'on libère ces jeunes. Parce que
nous avons constaté au cours de notre monitoring que la plupart de ces manifestants étaient composés de jeunes gens. J'en ai vu des jeunes de 14, 15, 16 ans, des jeunes gens qui n'ont pas encore l'âge de voter. J'en ai rencontré certains qui étaient en difficulté avec les forces de l'ordre. Au cours de l'intervention, on a eu à leur poser la question. Vous allez où? Ils disent, on va manifester. Pourquoi vous allez manifester? Ben, on nous a dit que les choses ne marchent pas, il n'y a pas de travail, les gens ont faim. Et on nous a dit, une fois que nous rencontrons les forces de l'ordre, il suffit de lever la main et puis ça va passer. Bon, vous voyez, la naïveté aussi a concouru. Donc nous avons, et c'est l'occasion publiquement, je sais que l'officier de police que j'ai vu le jour-là, je n'ai pas pris son identité. Je suis certain qu'il me verra. Je suis en train de lui jeter un chapeau. Il a composé avec nous ces enfants-là. Nous les avons accompagnés à leur domicile, tout en leur donnant des conseils. Oui, il y a aussi, vous avez fait allusion très rapidement tout à l'heure, il y a aussi des cas de miliciens qu'on a dénotés, on en a parlé longuement sur les réseaux sociaux, dans les médias. Le problème de miliciens au niveau de nouveaux droits de l'homme avait été dénoncé depuis 2017. Mais au cours de ces manifestations, je vous dis, nous devons beaucoup faire attention. Il y a des gens qui ne sont pas habillés comme des forces de l'ordre. On les a vus sur les réseaux sociaux. Certains, on les a vus en train de brûler des engins à 2 roues. Oui. J'en ai vu moi-même certains en train de tabasser des Togolais. Mais dire d'emblée que c'est des miliciens, je ne vais pas dire non ni oui. Mais je dis qu'il y a des gens qui ne sont pas habillés comme des forces de l'ordre, mais qui intervenaient. Du côté des manifestants... On peut se demander, mais qui sont-ils? Qui sont-ils? Oui. La question, c'est à vous les journalistes et à nous. Parce que parfois, lorsque vous faites des affirmations péremptoires, vous devez les prouver. C'est ça. Vous devez les prouver. Je n'ai pas encore la preuve tangible. Quand bien même je vois des gens en train de tabasser, je ne peux pas du coup dire que c'est des miliciens. Les miliciens... De quel côté? Les miliciens, il peut en avoir, mais de quel côté? Il peut y avoir des infiltrations. Oui. Nous savons la stratégie en matière politique. Il peut y avoir des infiltrations, il peut y avoir des vrais miliciens. Mais de quel côté, je ne saurais vous le dire. Seulement, je sais que des hommes non habillés officiellement en tenue militaire ou en tenue de gendarme ou en tenue de policier, on les a vus sur les écrans de nos appareils. Et il y a aussi un phénomène que nous ne devons pas négliger. Nous avons vu certaines personnes tabassées avec des zébrures rouges sur le dos qui, après vérification, s'est avéré que ce n'est pas ici. Donc, il y a aussi le concours de l'intelligence artificielle dans certains cas. Donc, nous disons, notre mission n'est pas de dire aux gens vous avez raison, aux autres vous avez tort. Nous voulons seulement que les droits de l'homme, au nom de leur principe d'inviolabilité, d'indivisibilité, soient respectés. Il n'y a pas eu, lorsqu'on viole les droits de l'homme d'un militant de l'opposition, et on fait la même chose pour celui de l'UNI, je crois que c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes êtres humains, c'est les mêmes conséquences que nous devons en tirer. Et si réellement nous devons faire quelque chose, c'est de demander à l'autorité de prendre toutes les dispositions pour que dans les manifestations futures, ces supputations, ces constatations ne débouchent pas sur des allégations tendant à salir notre image, tant sur le plan interne qu'international, c'est-à-dire que au cours des manifestations, l'on retrouve des miliciens en train de mettre à partie leur contribution en tabassant leurs propres frères togolais. Cela n'est pas de leur prérogative, de leur mission. La seule personne, le seul corps habilité à contenir la manifestation, c'est les forces de l'ordre et de sécurité. Oui, mais d'encadrer la marche, c'est ça? D'encadrer. Oui. Alors, quand ça déborde, parce que... Bon, quand ça déborde, il y a des méthodes conventionnelles qui permettent de contenir ces manifestations, qui permettent de les canaliser pour éviter trop de victimes. À l'ensemble des gaz lacrymogènes? Les gaz lacrymogènes sont lancés même aux États-Unis, un peu partout. Mais je ne trouve pas aussi acceptable que l'on lance des gaz lacrymogènes sur un individu. On peut lancer les gaz lacrymogènes
pour disperser une foule. Je ne suis pas de cette formation, vous ne l'êtes pas, je n'ai jamais été de la sécurité. Je crois que ce serait mieux d'inviter un homme de sécurité avec moi et le débat serait plus équilibré et le débat serait plus compris par le public qui nous suit. Mais pour ce qui me concerne, je dis, ils ont leurs méthodes et leurs moyens conventionnels de contenir les manifestations. Il arrive parfois aussi d'aller au-delà de ces moyens. Et il nous appartient, nos défenseurs des droits de l'homme, de les condamner. C'est ça. Alors, comment démêler le vrai du faux? Vous avez fait allusion tout à l'heure à tout ce trafic d'images avec l'intelligence artificielle. Alors, comment faire le check-in pour savoir si tout ce qui est versé, déversé sur nos médias soit vérifié? Non, il y a des choses dont on ne peut pas douter. Oui, oui. Il y a des gens qui ont été battus devant leur maison. Ces maisons sont identifiables. Par contre, il y a des choses que moi j'ai vues qui sont passées au Kenya, un peu partout ailleurs, que certains ont mis dans les journaux pour donner l'impression que voilà, c'est les forces de l'ordre qui ont créé cette situation. Et ce faisant, c'est dangereux parce que nous essayons d'attiser la haine entre le civil et ceux qui sont les militaires, les gendarmes et les policiers, les corps habillés. Donc je crois que ce n'est pas tout ce que nous devons voir, qu'on peut aussi dire publiquement. Pour mieux vivre, dit-on, il faut souvent fermer les yeux, fermer la bouche et ne rien entendre. Vous savez ce qui s'est passé avec Radio 1000 Collines? Oui, au Rwanda. Nous avons tous vu les conséquences. Donc, nous n'allons pas seulement dénoncer les passages à tabac. Nous devons dénoncer aussi avec véhémence les violences verbales, les violences, les attaques personnelles. Car c'est inacceptable de constater que des Togolais se permettent d'injurier avec des grossièretés incroyables des institutions, le chef de l'État par exemple, le président du Conseil, on se permet de les injurier et comme ça ne suffit pas, on injurie leur maman, M. Fabre, Mme Adjamabo, d'autres citoyens. Ça là, nous devons faire tout et tout pour sensibiliser les Togolais. Ce n'est pas bon. Moi, je sais que je sais que depuis mon enfance, quand vous petit que vous êtes, quand vous permettez d'injurier quelqu'un de la manière la plus légère, on vous corrige. Au-delà, il y a disproportion de la correction par rapport à la faute que vous avez commise. Donc nous devons rester, nous sommes des Africains. Nous n'allons pas copier les gens en désordre. Par exemple, ce que nous sommes en train de faire, si ça ne sied pas quelqu'un, tu verras, le TikTok est ouvert. On peut nous injurier copieusement. Moi, j'en ai eu des attaques. Certains m'appellent, c'est pour me raconter ce qu'on ne peut pas dire à un être humain. Bon, mais j'accepte, je sais que c'est le contexte qui admet tout ça. Et c'est pour cette raison que, au niveau de nouveaux droits de l'homme et de notre organisation, le réseau des 10, je pense qu'on doit mettre des créneaux et des mécanismes concernant le TikTok et les réseaux sociaux. Les réglementer, afin que les gens, afin que les gens ne se retranchent pas derrière ces réseaux pour poser des actes attentatoires à la paix civile et à l'ordre public. Par exemple, lorsque vous voulez être utilisateur de ces réseaux, on doit vous connaître. Tout comme nous avons fait des abonnements avec nos portables. Et quand quelqu'un te vole, on peut par ce canal rapidement procéder aux enquêtes et arrêter la personne. Parce qu'il suffit que ce dernier appelle quelqu'un et puis on peut rapidement, de fil en aiguille, aller vers le résultat escompté. Oui, et dans ces conditions, le gouvernement hausse le ton. Nous allons faire les plaidoyers parce que on ne va pas tout attendre du gouvernement. Aujourd'hui, quand les gens arrivent à insulter la maman de M. Gilchrist Olympio, pas n'importe quelle insulte, on va jusqu'à parler de leur partie intime, de la façon la plus lâche et grossière possible. Quand nous nous taisons sur des choses comme ça, nous sommes en train de préparer un chaos pour ce pays. Nous sommes en train de préparer dans nos foyers, dans les écoles, des dangers difficilement gérables. C'est cela. Oui, je parlais du ton du gouvernement. En conférence de presse mercredi dernier, ils ont parlé de mandats d'arrêt internationaux lancés contre certains activistes. Il ne nous appartient pas
d'être conseillers nous ne sommes pas d'abord conseillers du gouvernement. Nous sommes une organisation de la société civile, notamment des défenseurs des droits de l'homme. Nous-mêmes ne sommes pas, que dirais-je, oui, nous ne sommes pas des gens couverts par une immunité vis-à-vis des infractions. Donc si le gouvernement, les autorités de ce pays pensent que c'est la meilleure façon de mettre fin à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que nous devons dire? Rien. Tout État a le droit d'assumer sa sécurité. Si l'État dit nous voulons lancer des mandats d'arrêt, ils ont le droit de le faire avec l'Interpol. Et ils ont le droit de faire ce travail dans le respect de la personne et de ses droits. C'est ça qui nous concerne le plus. Et en tant que défenseur des droits de l'homme, vous ne trouvez pas d'inconvénient, c'est ça, non? On a toujours, depuis l'existence, même pendant les régimes dictatoriaux, on a toujours lancé des mandats d'arrêt. Ce n'est pas à la suite de ces du lancement de ces manifestations, bien de ces appels à descendre dans la rue, qu'il y a lancement de mandats d'arrêt. Ça, c'est pas étrange. Donc moi, je considère tout cela comme un épiphénomène accessoire. C'est ça. Et des appels sont encore lancés pour la semaine prochaine. Moi, je pense qu'une chose, c'est de lancer les appels, mais si nous avons un conseil à donner à nos frères, parce que c'est des frères togolais, cette façon de lancer des appels avait déjà été expérimentée et ils ont connu le résultat. Est-ce que ce résultat satisfait vraiment à ce qu'ils envisagent en lançant les appels? Alors, je crois qu'ils ont le droit le plus absolu de lancer les appels, mais je conseillerais de respecter les tests en la matière, c'est-à-dire d'envoyer un courrier comme cela se fait et de respecter ce que l'État, parce qu'ils doivent discuter avec l'État sur l'itinéraire à suivre et sur un certain nombre de principes. Je pense que la meilleure façon, la plus élégante d'ailleurs, c'est de passer par la voie légale. Et tout cela intervient dans un contexte électoral. Nous sommes en pleine campagne électorale pour les élections municipales de 17 juillet prochain. Alors, à votre avis, que faut-il faire? Parce qu'il y a des voix qui seraient pour demander le report, il y a d'autres qui demandent le maintien. Est-ce que tous ces événements sont de nature à assurer un scrutin calme et apaisé? Non, en principe, l'abstention aussi, c'est une forme d'émettre un vote. Si les gens pensent que les conditions ne sont pas réunies pour aller aux élections, ils peuvent refuser. Tout comme au cours d'un match de football, l'adversaire peut être programmé, mais il peut s'abstenir de jouer pour des raisons voilà. Donc pour ce, moi, je ne pense pas qu'il doit y avoir un grand débat là-dessus. Le débat qui doit s'imposer, c'est que la campagne se passe dans le calme. Oui, jusque-là, il n'y a aucun incident signalé. Dans le respect des tests, c'est-à-dire, il y a un certain nombre de choses qu'il faut respecter, ne pas utiliser les moyens de l'État pour faire la campagne. Nous sommes sur le terrain, nous n'avons pas encore fait ces constats, et c'est pour cette raison que nous apprécions la manière dont les choses se passent. Malheureusement que nous avons cantonné notre monitoring à Lomé et ses faubourgs, nous allons, d'ici la semaine prochaine, voir si on peut traverser le cadre de la région maritime pour voir comment les choses se passent sur d'autres cieux. Mais pour l'instant, je crois que, au vu des renseignements et des informations reçues de nos points focaux, de façon acceptable, tout se passe bien. Donc l'observation se fait avant, pendant et après, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Oui. Pour s'assurer qu'il n'y a pas de pour voir ce qui se passe et attirer l'attention des organisateurs, des gouvernants, de l'opinion à travers les rapports que nous allons prendre et déposer. Et ce scrutin, c'est un scrutin en lien direct avec la gouvernance locale. Hein. On vient de faire une première expérience, cette première 6 années de ces conseils municipaux. Quelle observation vous faites? Non, moi, je crois que tout le monde doit aller voter parce que, vous savez, c'est le scrutin le plus important. Les élections locales. Puisque c'est les conseils municipaux qui vont élire les sénateurs. Et ces sénateurs
éliront le président du conseil et le président de la République. Alors, si vous n'avez pas la majorité au cours de ce scrutin, que déjà, il va y avoir problème au niveau de l'alternance que chacun veut, désire tant. Donc, je pense qu'il faut encourager les gens à aller aux élections. Et vous avez entre-temps demandé comment les gens sont blessés, la situation un peu trouble, et pourquoi encore aller aux élections. Moi, je me rappelle en 1994, l'équipe de football de la Zambie a été décimée, il ne restait que Karusha Boalia. Mais on n'a pas pourtant refusé de jouer la CAN. Ils ont joué, ils ont été même en finale. Je me rappelle à Cabinda, notre équipe nationale a subi des coups de feu. Et c'est l'occasion de rendre un hommage à ceux-là qui ont perdu leur vie. Stanoklo, Amelete Abalo. Beaucoup ont été blessés. Mais pourtant, le Togo a joué. Donc je pense que lorsque vous acceptez de faire quelque chose, il faut voir ce qui peut vous empêcher, voir l'importance de ce qui vous empêche. Je ne pense pas que c'est parce que nous perdons un être humain, un être cher, qu'il y a un certain nombre de choses que nous allons refuser. Parfois, vous êtes renversé, blessé par un taximan, mais on sait, ce même taxi qu'on utilise pour aller à l'hôpital et se faire soigner. Donc, je crois qu'on doit comprendre, on doit transcender un certain nombre de choses. Je ne suis pas contre ceux qui veulent, au nom de ceux qui ont perdu leur vie, en leur mémoire, ceux qui ne veulent pas aller aux élections. Je respecte leur décision. Mais à mon humble avis, je pense aussi qu'on peut aller à ces élections, les remporter pour leur faire honneur, et surtout pour montrer au peuple togolais que voilà, vous n'avez pas versé votre temps, votre sang. Vous n'êtes pas parti de ce monde inutilement. Nous avons quand même fait le bon combat. Et puis après tout, on va tous mourir un jour. Hein? C'est ça. Mais Maître Abégathion, ça fait plus de 30 ans que vous êtes dans la lutte pour la promotion et la défense des droits humains au Togo. Avez-vous constaté qu'il y a une avancée, qu'il y a un recul, ou bien qu'on fait du surplace? Je n'ai pas encore le résultat des États généraux des droits de l'homme et des libertés publiques, mais je pense que le problème du respect des droits de l'homme avait connu une évolution dans notre pays, surtout dans les années 2010. Je suis en train de voir encore, avant 2010, si des gens comme le Godosouvi pouvaient rentrer au pays, des gens comme Maître Degli pouvaient rentrer au pays, des gens comme Dovi Alonko pourraient rentrer au pays, des gens, beaucoup. Mais il y avait une sorte de dégel, les gens sont rentrés, les choses ont bien commencé. Et entre-temps, je pense que nous avons fait 2 pas en avant et 1 pas en arrière. Et il y a une certaine globalisation des responsabilités. Ce n'est pas seulement l'État. Nous devons aussi, pour ce qui nous concerne, défenseurs des droits de l'homme, société civile, partis politiques, éduquer, sensibiliser, former les gens pour éviter que les violations des droits de l'homme, d'abord, soient méconnues des gens. Certains ont les droits violés, mais ils ne savent pas. Ils craignent encore d'aller revendiquer ces droits. Donc, sur ce terrain, je crois que nous avons beaucoup à faire. Mais le Togo n'est pas le plus mauvais élève en violation des droits de l'homme. C'est ça. En temps, il y a eu ce changement de constitution qui a tout cristallisé. À plusieurs reprises, on m'a posé la question. Je n'aime pas répondre. Pourquoi? Ce n'est pas parce que je ne veux pas répondre, mais je n'aime pas répondre par principe et parfois par colère. Parce que vous savez, je viens de dire tout à l'heure que lorsque vous voulez aller à un match de football, si c'est capital pour vous, vous ne devez pas refuser d'y aller. Pendant tout le temps où il y avait ce changement, les procédures de ce changement, constatées par les membres de l'opposition, des leaders d'opinion, comme étant une procédure alambiquée et bancale, les gens n'ont pas réagi. Les gens ont attendu pour aller maintenant aux élections législatives. Et en allant aux élections législatives, prenons
le cas d'école suivant, à supposer que c'est l'opposition qui avait gagné les élections législatives. Ce débat n'aura pas raison d'être. Tout à fait. Parce que le président du Conseil serait issu de leur rang. Ça n'a pas été le cas. Je ne sais pas comment on a pu vouloir aller à ces élections. Et c'est après les avoir perdus qu'on commence par revendiquer. Je ne veux pas aller plus loin. Je dirais tout simplement que nous devons revoir nos copies dans tous les secteurs. Secteur du parti au pouvoir, secteur des partis de l'opposition, de l'opinion, des organisations de la société civile, pour que le Togo évite, pour qu'on évite de faire ce genre de lecture en parlant de la terre de nos aïeux, qui avait été un master colonie, qui avait été colonie moderne, État pilote, qui aujourd'hui est apostrophé comme un mauvais élève, qui aujourd'hui n'est pas seulement critiqué, n'est pas seulement vitupéré par ses fils, mais au-delà des frontières. Parce que je vois des Ivoiriens, des Congolais autres, sur les réseaux sociaux qui se moquent de nous. Et ça fait mal. C'est ça. Et par là, même tout le processus démocratique a amorcé depuis 1990. Souvent, on se demande où est-ce qu'on en est exactement. Depuis le 5 octobre 1990, passant par la conférence nationale souveraine, la création des premiers et deuxièmes GUNT de Koufigo, l'intervention de l'armée, la création des commissions mixtes paritaires, allant jusqu'à l'accord politique global 2006 et jusqu'à aujourd'hui, je crois que nous cherchons, on se cherche et on se recherche. On fait 2 pas en avant, on fait 1 pas en arrière. Et m'adressant à l'opposition, je dirais que le danger et ce que nous constatons, c'est que depuis l'éclatement de l'UFC, les données ont changé. Et à chaque fois, vous allez constater que chaque courant politique, chaque parti politique qui a de l'assise, on fait tout et tout, je ne sais pas comment ça se fait. Vous prenez la CPP, son éclatement avec ses conséquences. Vous prenez l'ANC même, vous avez vu beaucoup de gens l'ont quitté. Finalement, on ne comprend rien. Il y a une sorte de fragilisation de ces partis politiques, alors que lorsque vous voulez affronter un régime, avant c'était un régime séquentenaire, un régime aussi organisé, astucieux, rusé, à qui il avait un respect. Vous ne devez pas vous laisser vers la complaisance. L'opposition togolaise se considère comme, moi je la caricature comme une équipe de football, avec des gens comme Maradona, des gens comme Pelé, des gens comme Messi, Ronaldo, de bons joueurs, mais tout le monde se dit, si ce n'est pas moi qui marque, là on préfère qu'on gagne. Les expériences sont là en 1993, lors des élections du 25 août 1993, remportées par Feu Général Eyadema. Il y a beaucoup de choses que nous avons connues, où les gens disent non, nous on n'ira pas aux élections. Parfois, la politique c'est une chose trop sérieuse, où il faut éviter de confier ces structures-là aux parvenus. Parfois, des gens ont des petits problèmes dans des partis politiques de renom, et quand ils quittent, c'est pour aller créer leur propre parti politique. Et quand ils créent leur propre parti politique, au lieu de chercher à conquérir le pouvoir, c'est de chercher d'abord à tuer, c'est de chercher d'abord à salir leurs ancêtres. Et tout ça, ça donne plutôt de la voix, ça avantage plutôt le parti d'en face qui a l'unir, qui en tire beaucoup de leçons. Et la caricature de notre paysage politique, je l'ai dit en 2010, c'est que d'un côté nous avons le pouvoir en place, bien organisé, rusé, astucieux. Rien ne se donne comme cadeau lorsqu'on parle de compétition, lorsqu'on parle de gestion. De l'autre côté, il y a une opposition sans figure emblématique, capable de canaliser toutes les forces, de
concocter un projet et d'affronter ce régime avec un rapport de force d'égal à égal. Et le troisième camp, c'est le peuple qui est laissé à lui, à son sort. Et quelques intellectuels sur lesquels ce peuple pourra compter, malheureusement, font des revirements spectaculaires pour aller de l'autre côté, pour aller, je l'ai dit, dans la politique, 1 plus 1 n'est pas égal à 2. L'ami d'aujourd'hui peut devenir l'adversaire de demain. Et quand vous voyez tout cela, nous sommes loin de personnes ont fragilisé l'opposition. Et aussi, l'opposition est devenue une opposition vieillissante. Et durant 30 ans, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes personnes. Il n'y a pas de revirement, il n'y a pas de jeu. Il faut qu'on résiste tout cela. Je ne suis pas un donneur de leçons, c'est ma façon de voir les choses, malheureusement. Est-ce à dire que vous voyez en mal l'avenir du pays? Quelle que soit la durée de la nuit, le jour vient. C'est ça. Mais parfois, lorsque vous voulez continuer trop, le sommeil sur le lit, le jour peut venir, mais vous allez dormir jusqu'à midi. Mais à 14h sans savoir. C'est ça. Maître Dr Amega-Thion, merci pour ce temps passé en studio, pour ces échanges à bâton rompu. Cette émission tire à sa fin. Que dire, hein? Quel message en tant que défenseur des droits humains au regard des conditions, des contextes actuels sur le chiquier politique de notre pays? J'ai souvent prêté à moi une citation de Feu Thomas Sankara, qui à mon avis règle tout. Il disait ceci, je cite: on ne peut pas effectuer de changements fondamentaux sans une certaine dose de folie. Pour ce faire, il faut être non conformiste, avoir le courage de tourner le dos aux anciennes formules et celui d'inventer le futur, car c'est parce qu'il y a eu des fous dans le passé que nous devons agir avec une certaine clairvoyance aujourd'hui. J'aimerais que la classe politique et tous les acteurs politiques, tous ceux qui veulent le bonheur de ce pays et de ce peuple, soient l'un de ces fous. J'ai dit. Ok, ben, ça fait plaisir de vous avoir à nos côtés. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du réseau panafricain des observateurs défenseurs des droits de l'homme. Vous avez donné votre point de vue, votre position sur la situation actuelle en rapport avec les événements du mois de juin. Finalement, on dit merci à vous pour ce temps passé en studio. Merci et à très bientôt. C'est avec plaisir, à très bientôt. Voilà, et c'est la fin de ce numéro de rencontre et échange. Je vous retrouve la semaine prochaine de réflexion. Et pendant ce temps, portez-vous bien, prions pour notre pays, la paix, la réconciliation, l'apaisement dans ce contexte de consultation électorale prévue pour le 17 juillet prochain. À très bientôt. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.